Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve enfin aujourd'hui après quelques temps de pause, de vacances, et je souhaitais vous faire une vidéo sur l'histoire d'un homme ayant vécu avec une femme perverse narcissique. Vous pourrez retrouver son histoire sur son blog dont je vais afficher le lien. Cet homme s'appelle Jean-Christophe et je le remercie de me laisser conter son histoire afin d'aider toutes les victimes de ces pervers narcissiques. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir Jean-Christophe et d'éventuellement lui laisser des messages de soutien et de sympathie. La vidéo sera en deux parties, puisque l'histoire est assez longue, et donc dans un premier temps, et une autre vidéo sera faite avec le ressenti de Jean-Christophe des années après. Elle est entrée dans ma vie par le plus noble des sentiments. Rien ne pouvait présager que, sous son apparence angélique, se cachait un démon. Il m'a fallu du temps pour regrouper toutes les pièces du puzzle et me rendre compte que ces noirs dessins n'étaient autres que de me détruire. Je suis un homme et j'ai épousé une perverse narcissique. Ce récit est basé sur une histoire sentimentale qui a duré 4 ans et demi et qui s'est achevée dans la plus grande incompréhension et dans la plus grande douleur. Il se veut le plus clair, le plus précis et le plus neutre possible, même si certains détails m'échappent aujourd'hui. Je l'ai connu sous le pseudo Cendrillon, sur un site de rencontre des plus banals. Après quelques échanges par mail sans grands intérêts, je décide de lui communiquer mon numéro de téléphone. La première fois où j'entends le son de sa voix, elle est en train de pleurer à chaudes larmes, car son ex, avec qui elle s'est remise depuis 1 mois, l'a quittée. Bien que ne la connaissant pas, je me dis que son discours sonne faux, tout comme le son de sa voix et l'intensité de ses larmes, déjà. Bref, nous nous rencontrons tout de même quelques jours plus tard au bord d'un lac et passons l'après-midi à échanger. Le moment est fort agréable et la complicité s'installe naturellement. Évidemment, nous parlons respectivement de notre passé. Elle a un enfant en bas âge de 18 mois, né d'une précédente relation, mais cela, je le savais déjà depuis le début. Quand je lui demande pourquoi elle est séparée de son père, qui n'est pas le même homme que celui cité au tout début, elle m'annonce qu'en fait, il la battait et la trompait. De mon côté, je lui parle de moi, de ma famille et de ce que je recherche, ou plutôt fuis chez une fille, et elle ponctue chacune de ses phrases par moi, je ne suis pas comme ça, et me détaille la longue liste de qualités dont elle est parée. Voilà un bon début. Bien que je ne flashe pas physiquement sur elle, son discours me séduit. Je lui parle également de ma personnalité, un homme avec du caractère, un peu impulsif parfois, mais gentil, sensible, honnête et ayant l'envie de fonder une famille. Notre histoire démarre alors dans la foulée. 2 mois après notre rencontre, elle me demande si je ne voudrais pas qu'elle se rapproche de moi. Je trouve cela précipité, d'autant plus qu'elle vit en effet à 90 km de mon domicile et qu'elle a un commerce. Sa personnalité me séduit tellement que je finis par tomber amoureux d'elle. Le hasard voudra finalement que mon métier de consultant me permette de trouver une mission dans la ville où elle réside. 6 mois après notre rencontre et avec son aval, évidemment, je finis par m'installer avec elle dans son appartement. 6 mois au cours desquels je ne lui trouve que des qualités. 6 mois au cours desquels je reçois des bouquets de roses rouges à mon travail, ainsi qu'une multitude de SMS et de mails, tout plein de tendresse et d'amour. Seule la relation fusionnelle avec sa mère me dérange, et notamment ses coups de téléphone quotidiens auprès de cette dernière à peine la journée commencée. À peine installée chez elle, je suis confrontée à une fille quelque peu différente, impulsive, colérique, me faisant plein de petits reproches, toujours avec un regard dominant. Ce regard fixe et intense, comparable à celui qui existe chez les prédateurs, et que mon propre beau-frère qualifiera un jour de regard de folle. Est-ce prémonitoire? Mais la vie continue, jusqu'au jour où je rencontre ses parents, et donc
sa mère. La première rencontre se passe relativement bien, mais je me dis tout de même que sa mère doit avoir un drôle de caractère, si j'en crois la tonalité de sa voix, son regard, elle aussi glaciale et hypnotique, ainsi que la façon dont elle traite son mari. Ces impressions se sont transformées en certitude la deuxième fois que je l'ai vue. Alors qu'elle discutait avec ma compagne, sa mère lui déclare « Ta priorité, c'est ta fille », en me fusillant littéralement du regard. Malaise. J'ai l'impression d'être un intrus. Les semaines passent. Les 6 mois d'idylle me semblaient déjà loin. La personnalité de ma compagne continue de s'affirmer, mais de façon très progressive. Elle boude pour des broutilles, souvent de manière interminable. Elle verse des larmes de crocodile très facilement. Elle me raccroche au nez au moindre désaccord et elle tape du pied comme un enfant capricieux. J'ai parfois l'impression qu'elle est émotionnellement immature. Elle remet par ailleurs fréquemment en cause mes sentiments pour elle. Tu ne m'aimes pas, tu vas me quitter. Mais aussi pour sa fille, et plus étrange pour ses parents. Elle fouille mes affaires, les crises de jalousie se multiplient. Une fois, elle me tuera par exemple du regard parce que je fais la bise à une copine, puis à une autre. Alors que je pique-nique avec des collègues de travail, elle me demande où je suis. Je lui dis, fort heureusement, la vérité, car elle était cachée dans sa voiture à quelques mètres de moi. Elle me reprochera tout de même le fait qu'il y ait des filles. Mon téléphone a à peine le temps de sonner qu'elle s'en accapare pour savoir qui c'est et elle veut que je lui communique mes mots de passe de messagerie. Les rares signes d'affection que je reçois se déroulent en présence de nos familles respectives ou de nos amis. Quand je lui reproche son manque d'empathie et de tendresse pour moi, elle me dit que c'est à cause de son éducation maternelle. Avec maman, je n'ai jamais eu droit à des bisous, à des câlins, mais juste à des reproches et des dévalorisations. Jusqu'au jour, sans raison apparente, elle m'annonce vouloir faire un break. Je quitte donc l'appartement. Je reviendrai à sa demande 2 semaines plus tard. Ses parents, ou plus précisément sa mère, reparlons-en, plus le temps passe et plus je me dis que sa mère est à la fois hystérique, dominatrice et castratrice. Qui plus est, ma compagne me dit régulièrement que sa mère est jalouse de moi. Nos relations se dégradent et ce d'autant plus qu'elle n'hésite pas à m'insulter violemment et sans raison devant toute sa famille. Par exemple, un jour où nous mangions dehors, une mouche se pose sur une petite plaie que je me suis fait, au bras, et elle me dit sur un ton haineux « Ah, mais même de là, tu es pourri !» Une autre fois, alors que je discutais simplement avec ma compagne, elle dit à sa fille « Laisse-moi-le, je vais m'en occuper. » Une autre fois, menaçante, elle me dira « Tu as le dessus sur ma fille !» sans aucune raison. À chaque fois que je suis prêt à me rebeller, on me dit que c'est pour rigoler et que je n'ai pas d'humour. C'est sidérant. Un jour de fête des mères, alors que nous allions manger au restaurant, elle dit à sa fille « Arrête de tourner du croupion, on dirait une pute. » C'est impensable. Je me suis pincée 3 fois pour ne pas lui répondre. À partir de ce jour-là, je n'ai plus de doute du fait qu'elle soit dérangée. Un autre jour, alors que nous arrivons chez ses parents, ma compagne m'apprend au dernier moment que sa mère ne veut pas que je rentre, pour des broutilles. C'est une nouvelle humiliation. Je m'étonne également de sa possessivité par rapport à la petite. Elle l'éduque comme elle l'entend, la coiffe comme elle, décide de ses loisirs et dort aussi avec elle quand elle en a la garde. J'ai vraiment l'impression qu'il y a substitution des rôles. La grand-mère joue le rôle de la mère. Suite à une nouvelle insulte de ma belle-mère, est arrivé ce qui devait arriver. Je lui ai dit ce que je pensais d'elle et de ses blagues à 2 balles. Nous resterons alors fâchés 1 an et demi. Cette situation a eu de lourdes conséquences sur mon couple, alors que pendant 2 mois, ma compagne me soutenait, me déclarant même « Ma mère, c'est une salope, je lui crache à la gueule. » Elle fait semblant d'être généreuse pour cacher sa méchanceté. Ensuite, elle a subitement retourné sa veste après une longue discussion avec elle. Depuis ce jour, elle a considéré que je n'avais pas à lui répondre et qu'il fallait que je m'excuse auprès d'elle.
ce que je n'ai jamais fait évidemment. Trop, c'est trop. Par ailleurs, à cette époque, j'étais en train de faire construire une villa dans ma ville d'origine et bien évidemment, il était prévu de s'y installer tous les trois dès la fin des travaux. Angoisse insupportable pour la mère. Plus la date approchait, plus je sentais qu'elle exerçait des pressions à l'encontre de sa fille pour qu'elle ne la quitte pas. Jusqu'au jour où ma compagne m'envoie un SMS laconique. Je t'aime, mais pas assez pour tout quitter. Tout quitter? Alors qu'elle vient juste de vendre son commerce? Elle parlait de sa mère sans doute? À moins que ce ne soit une manière de s'assurer de mon attachement pour elle. Quoi qu'il en soit, je restais dans l'incertitude une bonne dizaine de jours. Elle viendra finalement s'installer avec moi. Le jour du déménagement, sa mère est partie très tôt le matin pour ne rentrer que très tard le soir. Personne n'a jamais su où elle était. Elle a quand même eu le temps de sortir toutes les affaires de sa fille sur la terrasse. Les actes parlent souvent davantage, mieux que les mots. J'ai poussé un ouf de soulagement quand nous sommes partis, car je n'en pouvais plus de ce spécimen. Malheureusement, ce fut une joie de courte durée. Quelques semaines seulement après notre déménagement, ses parents viennent habiter à quelques kilomètres de chez nous pour s'occuper de la petite. Elle fera donc démissionner son mari, qui ne retrouvera finalement pas de travail dans notre ville et qui devra finalement s'exiler à Paris, seul. Sa femme ne l'accompagnera bien sûr pas du tout. Ce dernier, lui, est au passage totalement soumis par peur ou faiblesse, je n'en sais rien. Plus le temps passe et plus je trouve mère et fille hyper fusionnelles. Elles se téléphonent plusieurs fois par jour alors qu'elles se voient déjà au quotidien puisque c'est la grand-mère qui garde la petite. Elle présente sa mère comme étant sa confidente et elle passe tous les jours de repos à faire du shopping avec sa mère pour ne rentrer qu'au dernier moment. Je lui explique alors que j'aurai plaisir à ce qu'elle soit à la maison lorsque je rentre du travail pour partager un moment à trois, mais elle me rétorque que je suis jaloux. Je remarque aussi qu'elle est en quête permanente de reconnaissance auprès de sa mère. Nous voilà installés dans la nouvelle maison. Au début, elle me semblait être une personne d'une très grande générosité. Il lui devient difficile d'acheter quoi que ce soit à manger. Un jour, alors que le père de la petite était à la maison, il lui a reproché qu'en 4 ans, elle n'avait pas été capable d'acheter une baguette de pain. J'en profite alors pour lui faire remarquer que visiblement, il n'y a pas que moi qui me plains de son manque d'investissement domestique, et elle me répond que c'était normal puisqu'elle achetait les couches. Je lui demande en tout et pour tout 150 € par mois, mais elle me jettera à plusieurs reprises l'argent à la figure en me lançant un « Tiens ton pognon ». Les reproches se multiplient. À cause de moi, elle a perdu le sourire, mon humour est pourri, elle a vendu son magasin à cause de moi, quand bien même elle voulait le vendre avant de me connaître. Je suis mal éduquée, je mange salement, je ne dois pas poser mes coudes sur la table, je suis obligée de m'éloigner pour manger un fruit parce que cela fait du bruit. Elle est égocentrique et ne s'intéresse pas réellement à moi. Jamais une question sur ma journée, par exemple. Son discours est paradoxal, alors qu'au début, elle s'était présentée comme une fille battue et trompée. Quelques mois plus tard, elle s'étonne que je lui parle de cela, car elle n'a soi-disant jamais dit cela. Idem pour le père de la petite, qui pleurait de tristesse quand il a appris qu'elle était enceinte, pour au final avoir été très heureux. Un jour, elle vit le bagne et le lendemain, n'a rien à me reprocher, voire est comblée. Je me suis aussi rendu compte qu'elle était assez habile pour prêcher le faux afin de savoir le vrai. Elle s'investit de moins en moins dans la gestion des tâches quotidiennes. Par exemple, alors que nous avions fait une paella, j'avais mis le plat à tremper dans l'eau, ayant bien l'intention de le nettoyer moi-même. Sans que je lui demande quoi que ce soit, elle me dit alors « Je te préviens, ce n'est pas moi qui vais nettoyer ». Elle reprend parfois mes propres phrases. On a tout pour être heureux. Par exemple, peut-être pour me faire croire à une parfaite harmonie. La modestie n'est plus son fort. Les clients la suivent lorsqu'elle change de magasin. Il y a toujours quelqu'un pour la regarder quand on mange au restaurant.
Elle m'insulte assez régulièrement, pour un oui ou pour un non. La petite dira d'ailleurs un jour à sa mère que l'on ne parle pas comme ça à son mari. J'ai quelque peu jubilé sur le coup. Je suis également abreuvée de phrases étranges, ou plutôt de messages codés qui tombent du ciel, comme un cheveu sur la soupe, et qui sont déballés avec un ton et un regard glacial. Je ne suis pas comme les autres filles. Tu es à moi, tu m'appartiens. Si un jour je te quitte, tu seras perdu sans moi. Moi, je peux vivre sans toi, mais toi, tu ne peux vivre sans moi. Depuis quelques mois, nous avions pourtant projeté de nous marier. Le mariage était son rêve de petite fille. Je le sais, tout cela en aurait refroidi plus d'un, mais je l'aimais malgré tout et je voulais vraiment lui faire plaisir. J'ai alors naïvement pensé que de fonder une famille serait peut-être le meilleur moyen de régler nos conflits. Je voulais également créer un vrai cocon familial pour ma belle-fille, à laquelle je m'attachais de jour en jour. Et puis, une vie sans projet, ce n'est pas une vie. Alors go. Le jour où nous avons franchi le pas, je pensais qu'elle se serait jetée dans mes bras en ayant un mot gentil, mais rien. Elle a juste pris une feuille et un stylo pour y écrire la liste des invités. Le fait que je me sois réconciliée avec sa mère à cette époque a évidemment été un facteur déterminant dans cette décision. Du coup, nous voilà lancés. Le mariage aura finalement lieu 1 an plus tard. Les préparatifs du mariage se passent normalement, même si ma compagne et sa mère courent les boutiques spécialisées toutes les semaines, et qu'elles ne parlent plus que de ce projet à chaque réunion de famille. Pendant toute cette période, je m'étonne de ne pas recevoir d'attaque gratuite de la belle-mère. Aucune insulte, pas un mot plus haut que l'autre. Le bonheur, quoi. Enfin, juste la normalité. 2 semaines avant le mariage, ma compagne me fait une déclaration étrange. Avec maman, on a un secret. Personne ne doit le savoir, ni mon père, ni mes frères. Je me demande bien quel peut être ce secret, mais habituée aux phrases bizarres qui tombent du ciel, je ne creuse pas davantage. Le secret, je le découvrirai bientôt. Lors d'un repas chez sa mère, alors que je pliais la table, je les entendais parler dans mon dos et ne faisant pas de doute que j'étais l'objet de la discussion. Là aussi, je ne cherche pas à approfondir. 1 semaine avant le mariage, je dis à ma compagne que je ne veux plus qu'elle m'insulte et que j'ai la ferme intention de m'occuper davantage de la petite. Elle ne me répondra pas un mot. Je lui ai également construit un étendoir en dur dans le garage car je savais que ça lui rendrait service. Alors que je le lui montre, pensant que cela lui ferait plaisir, elle a à peine jeté un œil et là aussi, elle n'a pas eu un seul mot. Frustrant. Puis arrive le jour J, le début de la descente aux enfers. Le matin du mariage, celle qui n'est encore que ma compagne me réveille à coups de coude, le regard vide et inexpressif. Je suis déçue. J'aurais aimé un moment de tendresse, mais c'est tout l'inverse qui se passe. Je lui dis alors, au moins ce jour-là soit agréable, mais elle ne me répond pas. Pour la première fois, je me fais la réflexion suivante. Vais-je vraiment me marier avec cette fille ? Bref, les heures passent, le stress monte. Nous voilà arrivés à la mairie. J'attends ma princesse. Première déception. Elle m'avait déclaré qu'elle se mettrait à pleurer lorsqu'elle descendrait de la voiture et qu'elle me verrait parée de mon costume. Au final, elle ne me regardera absolument pas et mon costume encore moins, au point de provoquer chez moi un malaise. Arrivée à ma hauteur, je lui fais gentiment la remarque et elle me déclare qu'elle l'a déjà vu, mon costume. Bref, s'ensuivent les usages de façade, le discours protocolaire, puis le fameux « oui ». Le « oui » de ma femme a eu le mérite de faire rigoler l'assistance. Il a duré au moins 3 bonnes secondes. Ça, c'est de l'amour, me suis-je dit sur le moment. Puis l'église. La cérémonie se déroule normalement jusqu'au moment où il y a un bref intermède. Je me retourne alors pour regarder l'assistance, et là, je tombe sur le regard de la belle-mère qui m'insulte. Autant je savais qu'il lui manquait une case, mais je ne pensais pas que la grenouille de bénitier qu'elle est soit capable de faire cela dans un tel endroit et en une pareille journée. 1 an et demi qu'elle attendait, la pauvre.
Je suis énervée, mais j'essaye de faire le vide. Quelques minutes plus tard, lors de la sortie de l'église, c'est à mon père qu'elle s'en prend. Elle hurle devant le monde. Et toi, le grand qui n'a rien foutu, tu vas prendre le balai pour nettoyer. Elle lui reproche, en fait, de ne pas nous avoir aidés à préparer la salle la veille et donc de balayer le riz. Elle me fait honte, cette folle. Là, j'ai vraiment envie de la décalquer.